Alors on va pouvoir terminer ce talk avec le mien, qui, je vous préviens dès maintenant, qui est assez lourd, qui est assez conséquent, on va dire, beaucoup d'informations. Cependant, je vais aller assez vite sur l'ensemble pour qu'on puisse justement parler de l'élément qui nous intéresse le plus dans le cas présent, ça va être la partie PsyOps. Donc on va parler un peu de psychologie sociale, un peu de SE si on a le temps, et une lichette de PsyOps opérationnel. Tout d'abord, je peux pas continuer cet ensemble sans vous dire que toute manipulation que vous auriez subie en comparaison avec la vie réelle ne serait que purement fortuite. En réalité, pas du tout, hein, vous vous doutez bien. Vis-à-vis, par exemple, d'une politique ou d'une communication politique, par exemple, beaucoup des techniques qui sont de la psychologie sociale sont utilisées. Comme je vous l'ai dit, je vais aller assez vite pour qu'on puisse arriver très rapidement au sujet intéressant. Et pourquoi j'ai appuyé un terme particulier sur les recettes de la ratatouille, c'est juste pour vous dire que même si je vous explique les techniques que l'on va voir, même si je vous montre en gros quels éléments sont importants dans telle technique ou dans telle technique, même si je vous donne ça en fait, et que vous considérez que l'appliquer comme ça au pied de la lettre, ça va fonctionner, c'est pas le cas. Surtout en sciences humaines, c'est dit une science douce. Donc tant que vous n'acceptez pas en fait les différents concepts, vous ne les intériorisez pas et ça ne devient pas entre guillemets une seconde nature pour vous, ce sera difficile de pouvoir les appliquer. Bon, et puis j'adore les gifs, ça vous verrez ça par la suite. Alors moi qui je suis, bon, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux avec le nom Oni, Oni Cookie, sur GitHub ou sur Discord par exemple. Alors j'ai eu un passé de psychologue clinicien. J'ai un niveau master en psychologie clinique et j'ai exercé un petit temps en tant que clinicien durant mes années de formation. Euh, j'ai toujours été très intéressé par la cybersécurité, je veux dire, depuis ma tendre enfance, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Là où moi j'ai connu, vis-à-vis de mon âge, certaines périodes où des personnes essayaient de nous détourner de la cybersécu, tout simplement parce que bah, c'était une caste, c'était un petit groupement qui réussissait et qui pouvait intégrer des entreprises dans lesquelles la cybersécurité était comment dire, pris en considération ou au moins à minima mature d'une situation qui devrait être changée et que c'est à l'aide de ces gens-là qu'on peut le faire. Et donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, ben, j'ai entamé ma reconversion complète que je viens tout juste de terminer. Et j'espère être opérationnel sur ce domaine, enfin, modestement quoi. On va revenir sur le terme cyber psyops. Comme vous l'avez vu sur le titre, je l'ai mis un peu entre guillemets. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a. Alors, c'est subjectif hein, ce que je donne comme avis sur ce coup. On a souvent tendance à coller le terme cyber à toutes les sauces, alors qu'en réalité, il est là juste pour dire que c'est un médium qui a changé, un lieu d'application. Mais en soi, on ne change pas la substantifique moelle de l'élément qui est juste derrière. Dans le cas présent, Cyber Psyops, en fait, les techniques de Psyops sont utilisées depuis très longtemps, c'est connu depuis très longtemps, et ça a été appliqué depuis très longtemps aussi. Juste aujourd'hui, on a un médium différent, on a le médium, on va dire, de l'espace numérique, sur lequel en fait on essaye d'apposer ces techniques de Psyops pour continuer en fait la manipulation qui est liée à ces opérations. Mais bon, d'accord, je parle beaucoup de cyber psyops. Psyops, qu'est-ce que c'est au final psyops? Alors psyops, c'est psychological operation, qui est un terme américain comme vous vous en doutez. Mais pendant le mandat de Barack Obama, ce dernier a décidé de redorer un peu le blason de PsyOps, tout simplement parce que il avait très mauvaise pub, mais en gros, si vous retrouvez l'acronyme MISO, donc pour Military Information Support Operation, c'est simple, c'est exactement la même chose, juste on a changé l'acronyme. Alors, ok, qu'est-ce que le PsyOps du coup? C'est des opérations qui visent à transmettre des informations, des indicateurs particuliers, dans un but d'influencer ou de motiver un raisonnement particulier, mais surtout d'inciter à un comportement.
Et pour comprendre les différents tenants et aboutissants, je vous invite à mettre vos petites lunettes Roddy Piper Vision qui vont nous permettre en fait de comprendre un peu mieux tous les sous-concepts qui peuvent se retrouver en fait dans le terme de Cyber Psyops. Donc, comme vous en doutez, je ne peux pas continuer, on va dire, ce talk sans vous parler justement de la psychologie sociale, qui est l'étude de l'être humain en tant qu'individu, donc dans son individualité, donc seul, ou dans un groupe. Ce groupe pouvant être également la société, évidemment. Donc ça peut être soit confronté, soit à l'intérieur du groupe. Et l'objectif, c'est l'interaction qui structure les conduites sociales. La psychologie sociale, c'est sur ça qu'elle repose. Et des conduites sociales que l'on connaît bien et qui régissent nos vies, il y a les normes, qui est très souvent rapproché au conformisme. Et les normes, en fait, ce sont des règles informelles, mais interprétées et intériorisées de tous, et qui font l'apprentissage et de la transmission sociale. Elles sont reposées principalement sur ça. Et elles permettent de savoir comment se comporter en société. Comme l'a dit Robert Cialdini, un psychologue du domaine social, habituellement quand un grand nombre réalise quelque chose, c'est que c'est souvent la meilleure chose à faire. Comme vous pouvez le voir sur le GIF que je viens d'ajouter sur la presse, c'est une très vieille expérience qui a été menée dans les ascenseurs. Vous avez sûrement dû voir les mêmes choses avec un chapeau ou comme nous le pouvons le voir là sur la disposition des personnes au sein de l'ascenseur. Ça peut vous faire rire, mais en réalité c'est ce qui illustre le mieux ce qu'on attend du conformisme. On est dans un ascenseur, techniquement on se met toujours dans la direction de la sortie, justement pour emboîter le pas vers la sortie une fois que l'ascenseur nous a mené à l'étage qui nous intéresse. Sauf que là on va prendre la personne qui est sujet, on va dire, de l'expérience à revers. La majorité va se retourner complètement à l'inverse de la porte, et en fait la personne ne va pas savoir quoi faire. Elle va se dire qu'il doit bien avoir une raison que ces personnes-là se mettent dans cette disposition. On a souvent tendance à rapprocher le conformisme sur quelque chose qui est négatif, mais je pense que je ne vais pas insulter l'ensemble des individus que nous sommes en vous rappelant que nous sommes des animaux sociaux et que on n'est pas techniquement fait pour vivre seul. On vit en groupe parce que le groupe fait la force. Si on devait reprendre la DeLorean pour retourner à l'âge préhistorique, nous savons très bien que toute exclusion du groupe, c'est revenir à la peine de mort en fait. Exclure un individu de l'ensemble du groupe, c'est nuire à sa survie. On sait très bien qu'il s'en sortira jamais. Et c'est de ça que repose en fait un peu le conformisme. Donc considérer que le conformisme c'est quelque chose de négatif dès le départ, ça peut poser problème. Donc autour du norme et du conformisme, il y a eu plusieurs expériences qui ont été menées, notamment celle de H, avec les histoires de bâtonnets. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous fais un résumé très bref. On vous propose plusieurs bâtonnets, A, B et C, qui ont des tailles distinctes, plus un bâtonnet de référence. Et en gros, on va vous demander de faire un comparatif entre le bâtonnet de référence et les 3 autres bâtonnets pour indiquer lequel des 3 bâtonnets qu'on vous met à disposition est identique au bâtonnet de référence. Au sein de l'expérience, seulement un seul sujet nous intéresse, celui dont les informations et les réponses vont nous intéresser justement pour mettre en lumière en fait ce conformisme. Les autres personnes composant le groupe, lui n'est que collaborateur de l'expérimentateur. C'est-à-dire que dans un groupe de 5, 4 sont avec l'expérimentateur et sont en lien avec l'expérience, seulement une seule de ces personnes n'est au courant de rien. Et on leur dit même pas la raison de pourquoi ils sont là, on leur dit que c'est juste un test, je sais plus si c'est un test d'acuité visuelle ou un test d'attention.
Donc, au fur et à mesure en fait du test, on va demander aux individus de donner les bâtonnets de référence. Tout le monde va donner la bonne réponse. Je veux dire, on fait confiance à son acuité visuelle pour nous dire effectivement ce bâtonnet-là est bien égal à ce bâtonnet-là. Sauf que, arrivé à un moment donné, les personnes qui sont collaboratrices de l'expérimentateur vont donner, et non pas de manière disparate, mais tous de manière unie, la mauvaise réponse. Si tout le groupe dit que la bonne réponse est A, alors que c'est obvious, c'est pas A, c'est C la bonne réponse, eh bien on va observer des changements de comportement sur l'individu qui est sujet de l'expérience. Une réponse sur 3 sera en accord avec le groupe, alors que c'est la mauvaise réponse. C'est-à-dire que le conformisme peut mener jusqu'à nier l'évidence. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là, elles ne se sont pas rendues compte que le bâtonnet était faux, parce qu'à la fin de l'expérience, des questions leur ont été posées, et on leur demandait pourquoi vous avez répondu cette réponse, et elles vous donnent souvent même la bonne réponse. Elle vous dit, non mais je sais très bien que c'était ça, mais tout le groupe avait tendance à répondre ça, je voulais pas me sentir exclu, et où ils m'ont mis le doute en fait. Ils m'ont mis le doute et je savais plus si c'était la bonne réponse ou pas. Donc on peut voir une certaine force de persuasion en fait de l'ensemble du groupe vers l'individu seul. Là je vous laisse petite expérience, le début, et on viendra très rapidement aux conclusions ensemble. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Je vous coupe la vidéo. Alors, l'expérience, elle va continuer de se mener. Et le groupe de référence, exactement comme dans l'expérience de H, donc le groupe qui est avec l'expérimentateur, va quitter la pièce petit à petit. Donc la personne qu'on a suivie ici, qui n'est par contre elle pas du tout au courant de l'expérience, qui se conforme au bout de 3 sonneries complètement au groupe sans savoir pourquoi, elle va se retrouver seule dans cette salle d'attente, et on va y injecter, on va y ajouter en fait d'autres individus qui par contre eux ne sont pas en lien avec l'expérience, c'est-à-dire que ce sont des personnes dans le même cas qu'elle, sauf que ils n'étaient pas confrontés au groupe, mais là ils vont être confrontés à cet individu. Eh bien, ça met en exergue, ça met bien en lumière ce qui est le phénomène de contagion, c'est-à-dire que elle va réussir, je vous spoil, elle va réussir à imposer aux individus qui vont petit à petit s'ajouter dans la salle d'attente, qui ne sont pas du tout avec l'expérimentateur, qui ne sont pas du tout collaborateurs, qui sont tous inconnus les uns pour les autres, ils vont tous se conformer à la même, au même fonctionnement que quand cette personne-là était seule. Et en fait, elle a donné cette norme, ce conformisme aux autres. Et tout le groupe va se conformer, alors qu'elle était seule dans le cas présent. Et c'est juste parce qu'elle va appuyer aussi le fait que le groupe faisait toujours ça avant, et que vous êtes aussi, on peut considérer aussi que se retrouver dans une salle d'attente, c'est aussi se retrouver dans une institution, donc on peut retrouver un peu une certaine pression, on va dire, de l'ensemble du lieu dans lequel on se retrouve. Mais globalement, ça ne change rien dans ce phénomène de contagion. Elle a réussi à changer le comportement de l'ensemble des personnes qui vont s'ajouter au sein du groupe. Alors du coup, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'un comportement se change ? On peut se dire peut-être l'attitude. L'attitude, c'est peut-être ça qui fait qu'on change de comportement. Alors déjà, qu'est-ce que l'attitude ? L'attitude, c'est une prédisposition interne. C'est des croyances, c'est les émotions, c'est des tendances à agir, ou des tendances à croire qu'on va agir d'une certaine manière dans une situation particulière. Le comportement, lui, c'est l'action, la réaction, tout de suite. C'est observable et c'est en réponse, comme je vous l'ai dit, à une situation.
On suppose généralement que, à la base, le postulat de base, c'était qu'en informant les personnes, on allait réussir à changer leur attitude. Par changement d'attitude, pardon, on allait réussir à changer leur comportement. Alors, rien n'est moins faux. Parce que si ça suffisait, les campagnes de sensibilisation suffiraient en fait à changer les comportements en une seule campagne. Ce que je veux dire par là, c'est on serait capable avec une campagne de sensibilisation ou d'information à changer complètement le comportement d'un individu. On n'aurait pas besoin de le suivre ou d'essayer de l'aider vers ce changement de comportement. On se dirait juste la campagne est suffisante et voilà, ça se passe bien. Ce qu'on peut voir aussi souvent dans le domaine dans lequel on est, des personnes qui se disent bon, j'ai fait ma campagne de sensibilisation et c'est bon, je m'en fous de savoir comment ils vont gérer la suite, moi j'ai fait mon travail. Oui, d'accord, mais c'est se cacher derrière je vais pas dire des excuses, mais se cacher derrière, on va dire, un manque de motivation ou un manque de désir de pousser un peu plus loin et d'accompagner un peu plus l'individu dans ce changement de comportement. On se dit bon, moi j'ai fait mon taf, moi on s'en fout. Et c'est pour ça que Kaiser en 1999 nous dit que les campagnes de sensibilisation, elles aident à changer des opinions, mais elles ne permettent pas facilement un changement de comportement. Parce que si les campagnes de sensibilisation fonctionnaient si facilement et qu'elles se suffisaient à elles-mêmes, eh bien on aurait plus d'utilisateurs qui malmèneraient leur mot de passe et qui les claqueraient sur n'importe quel post-it ou sur n'importe quel cahier un mot de passe. Donc, autre question. On a vu que l'attitude ne permettait pas directement d'influer ou d'influencer plutôt un changement de comportement directement. Ça pouvait permettre de changer des opinions, mais pour faciliter le changement de comportement, c'était pas l'idéal. On peut très bien se poser la question du coup de la soumission et de la liberté. Bon, voilà, on va d'abord parler de la soumission, surtout la soumission à l'autorité. On pourrait très bien prendre cette considération au sein des entreprises, par exemple. Il arrive très souvent que pour de la conformité à certaines ISO, il soit nécessaire dans les différentes structures d'avoir l'appui du PDG ou de la direction dans son ensemble, justement pour essayer d'appuyer en fait certains changements de comportement. Ça s'appuie sur ça en fait en réalité, d'une certaine manière, parce qu'ensuite il faut mettre en considération le PDCA, effectivement, de revenir sur ces éléments, de revérifier, de réappliquer, enfin bref, vous voyez. Mais globalement, quand on demande l'appui de la direction, c'est souvent pour justement un peu profiter en fait de cette autorité vis-à-vis des autres. Je pense que vous connaissez tous l'expérience de Milgram, je vais vous passer une petite vidéo, mais juste petit point justement sur cette autorité, c'est que Joule et Beauvois ont délimité le fait que les changements de comportement avec la soumission à l'autorité étaient, oui, réels, donc que ça avait réellement un impact pour changer les comportements, mais que c'était pas pérenne. En gros, ça ne dure pas dans le temps. Parce que le changement de mentalité ne se fait pas, l'action se fait. Mais donc du coup, on n'est pas en accord en fait avec les actions que potentiellement on est en train de faire. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, c'est vrai. Sauf que, c'est juste que la soumission à l'autorité pure, où elle peut être très désagréable, comme dans l'expérience de Milgram, elle peut forcer quelqu'un à changer son comportement, mais ne lui permettra pas de le faire sur une période plus longue, en fait. Et ça va pas lui permettre d'intérioriser ce mouvement comme étant le sien, enfin ce comportement comme étant le sien. Je vous passe l'expérience de Milgram, même si elle est un peu blasante, bon. Elle résume très bien, en 2 minutes, c'est très bien résumé. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le 2e homme était installé dans une autre pièce.
C'était à lui de lire les questions Incorrect. et d'infliger les punitions, le choc électrique. Can't stand it. I'm not gonna kill that man there. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. 75 volts. Jusqu'où allait-il obéir? Air. À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. 30. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Ouais. Bonne nouvelle, hein. Ce que on peut en fait conclure très rapidement sur cette expérience de Milgram, c'est que plus de 60% sont montés jusqu'à 450 volts, qui était la charge maximale qui était applicable en fait aux questionnés. Il faut savoir aussi que dans l'expérience de Milgram, là on le précise pas, on devait réaliser en fait, asséner ce coup de 450 volts au moins 3 fois pour que l'expérience s'arrête. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à la fin de l'expérience et que l'expérimentateur, enfin du coup l'autorité qui était dans la même pièce que le questionneur lui dise on s'arrête, stop, c'est fini, on s'arrête là. Eh bien il fallait que par 3 fois les 450 volts soient assénés. Ce qui est encore plus foudroyant, vous m'excuserez le jeu de mots, mais ce qui est encore plus désagréable en fait à savoir. Beauvoir en 2017 a refait en fait l'expérience de Milgram, mais il a nommé ça le jeu de la mort. Je vous invite à regarder la vidéo si vous avez le temps, c'est assez intéressant. Sauf qu'on a quelques éléments supplémentaires dans l'expérience. C'est-à-dire que on essaye de faire passer l'ensemble pour une émission télé, télévisuel, un jeu quoi. Donc on doit prendre en considération le public. Dans le cas présent, on doit également prendre en considération le retour vidéo pour le questionneur, c'est-à-dire que dans l'expérience de Milgram, on ne sait pas comment on va le questionner, si ce n'est par en gros l'interphone connecté des deux côtés quoi. À part ça, on sait pas s'il va bien, on sait même pas s'il y a quelqu'un dans la pièce. Du coup, c'est ça qui prouve encore plus que voilà, on n'était pas sûr. Sauf que là, on a un acteur qui va jouer la douleur, qui va crier et qui va avoir, donc pour le questionner, un retour vidéo en fait de tout ça. Donc il va y avoir les réponses aussi de cette personne, qui va essayer de donner des réponses, qui va supplier et qui va se retrouver dans une situation encore plus désagréable. C'est-à-dire qu'on vous met face à vous quoi. Et il se trouve que à la base, cette expérience, elle était pour essayer de rendre non pas caduque l'expérience de Milgram, mais d'essayer de l'atténuer un petit peu plus en y mettant des éléments supplémentaires, en essayant d'éviter des biais particuliers qui ne seraient pas mesurables. Eh bien, il s'est trouvé que c'était pire encore. Beauvoir s'est rendu compte que 80% allaient jusqu'au bout et que seulement sur 80 individus qui ont été donc les questionnés, seulement 17 se sont rebellés et ont dit non, moi j'arrête l'expérience, enfin j'arrête l'émission tout de suite. Parce que bien sûr le questionné ne sait pas que c'est une expérience, évidemment, on lui fait croire que c'est une émission télé. Et il y a eu d'ailleurs aussi des vidéos sur le retour en fait des questionnés après ça. Certains se disent encore troublés de l'élément, ils ont bien eu un suivi évidemment après l'émission, mais voilà, on peut quand même constater un certain choc en fait à la suite de cette expérience. Autre chose aussi à savoir, c'est que par contre, à contrario de l'expérience de Milgram, on a pu aussi voir que certains questionnés tentaient d'inciter pour le questionné, de donner la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on lui dit, enfin on essaye d'appuyer certaines bonnes réponses. Par exemple, quelle est la capitale de la France ? Madrid, A, Madrid, B, Berlin, C, Paris, D, Rome. Voilà. Eh bien, il se trouve que certains questionnés tentaient
certains questionneurs, excusez-moi, tentaient de donner les bonnes réponses aux questionnés, histoire d'éviter en fait d'avoir à asséner un coût supplémentaire, un voltage supplémentaire. Donc cette soumission à l'autorité, comme je vous l'ai dit, elle a ses limites très fortes. Et elles ne permettent pas justement de permettre d'intérioriser pour l'individu son comportement. En fait, il est obligé de se retrouver à le faire parce qu'il est contraint à le faire. Et donc il ne prend pas le contexte du comportement et l'utilité du comportement, donc son attitude ou son opinion n'est pas en lien avec ce changement de comportement. Et c'est là où intervient la liberté. Ce que je veux dire par liberté, c'est le sentiment de liberté. Et pour ça, on a plusieurs techniques qui s'appellent le pied dans la porte. On va résumer très rapidement. Je vous demande quelque chose qui ne va pas vous être trop coûteux. Je vais vous demander une petite chose, pas très coûteuse, mais qui va quand même vous engager. C'est pas genre anodin, c'est pas comme si ça devait vous passer par-dessus la tête. Je vous demande quelque chose qui est un peu coûteux, mais suffisamment peu pour que ça soit quasi dérisoire pour vous. Et ensuite, je vais formuler ma vraie requête. Ça augmente 30% la chance d'avoir la vraie requête que si je vous avais directement demandé la requête qui m'intéresse en tant que personne qui tente à vous influencer. Et en fait, Bem, en 72, a défini le fait que cet acte préparatoire permet de modifier la perception de soi. En gros, ça vient référencer et vous mettre en avant le fait que, par exemple, si vous êtes quelqu'un de bon, vous allez aider cette personne, que ce soit pour le premier acte préparatoire ou la vraie requête. Mais une fois que vous avez dit un premier oui, vous vous engagez plus facilement à un second. Et c'est ce qui fait qu'un bon pied dans la porte marche. C'est un climat d'entière liberté, un acte préparatoire pas très coûteux mais qui doit vous engager. Les deux actes doivent être du même domaine. Je veux dire, n'allez pas demander des choses qui sont complètement disparates, ça n'a aucun sens. Et le délai maximum est de 7 à 10. Le délai peut être considéré comme un peu quelque chose d'anecdotique. Cependant, ce qui pourrait nous être intéressant dans cette idée de délai, c'est de pouvoir compléter la deuxième demande avec d'autres techniques, notamment, l'effet de peur et de soulagement, par exemple. Ça peut être quelque chose. Ou le pied dans la mémoire. Ce genre de choses. Ou le pied dans la bouche. C'est des choses qui marchent. Et vous verrez par la suite ce que c'est le pied dans la mémoire et le pied dans la bouche. On va y arriver. On peut aussi réaliser des requêtes de manière explicite en demandant réellement ce qu'on veut. Et dans l'autre, on peut dire implicitement ce que l'on désire que la personne fasse. Et c'est le bon pied dans la porte, ça vous permet en fait juste de pouvoir changer le comportement de quelqu'un de manière un peu plus pérenne parce qu'en fait vous lui laissez la liberté, vous lui demandez son aide ou un service particulier, il va s'engager une première fois, possiblement il va s'engager plus facilement sur une seconde demande. Bon ok, il y a l'étiquetage aussi. Alors l'étiquetage c'est un peu, on va dire dans le même principe, ça permet de manipuler l'image que les personnes ont d'elles-mêmes. C'est-à-dire que je vais commencer à vous dire des phrases particulières qui vont vous valider des adjectifs particulièrement positifs chez vous. Je te connais très bien, tu es quelqu'un de très honnête. Je sais ce que tu vaux, tu es une personne de telle chose, ou de tel rang, ou de telle valeur. Une fois que j'ai fait ça, c'est un peu comme le pied dans la porte, c'est que je vous donne une première satisfaction de vous dire vous êtes de telle catégorie de personnes, et donc va falloir justifier ma seconde demande. Et cette justification, elle se fait souvent sur deux types d'explications, l'explication interne ou l'explication externe. Interne, ça va être des raisons propres que vous allez vous trouver. L'explication externe, c'est la situation qui va vous permettre de l'avoir. Donc c'est le comportement que vous avez fait qui va valider chez vous et qui va incrémenter le +1 de votre programme Python de la bienveillance, en fait. Donc l'étiquetage va favoriser et valoriser vos attributs. Et là, particulièrement pour l'étiquetage, c'est les valeurs internes. C'est les explications internes qu'on appuie. Toujours, un petit porte-au-nez. Alors, c'est un peu l'antagoniste du pied dans la porte. Je vais vous demander quelque chose qui est catégoriquement va être refusé. Et puis ensuite, je vais vous formuler quelque chose de moins coûteux, qui sera ma réelle demande. C'est-à-dire que, je sais pas, est-ce que tu pourrais me prêter 1000 euros ? Ouais, non, t'abuses, ça va pas être possible. Ok, d'accord, ok. Mais est-ce que tu peux au moins 50 balles parce que je vais en avoir besoin pour tel truc et puis je suis en galère ou je sais pas quoi. En fait, on va vous demander une première chose que vous allez refuser. Je vais vous mettre dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, ou plutôt ce refus va vous mettre dans une certaine tension
Parce que vous vous dites, j'ai refusé, possiblement, en plus, si vous la connaissez, cette personne, ça va encore plus vous mettre dans un mal-être. Vous dites, il en avait peut-être sûrement besoin et j'ai même pas pu répondre à cette demande, alors au moins je peux peut-être répondre à la seconde. Donc, je vous mets toujours des expériences qui sont en lien. Je sors pas de mon chapeau, je le reprécise, mais je sors pas du tout de ça de mon chapeau. Il y a plusieurs expériences qui sont menées et qui tentent à consolider ces théories. Donc, le but principal d'une bonne porte-au-nez, c'est pareil, le sentiment de liberté. Ok. Requête initiale doit être trop coûteuse pour avoir un refus. Moi, ce que j'appelle le quota de refus, en fait. Plus je vais vous mettre dans une situation où vous allez refuser, et à un moment donné ou à un autre, c'est comme si je vous avais à l'usure, vous allez dire oui à une de mes requêtes, parce qu'elle sera 1000 fois moins importante que celle précédemment réalisée. Ça, c'est ce qu'on appelle du double porte-au-nez. On verra ça très rapidement un peu plus tard. Par contre ici, le délai doit être le plus court possible, parce qu'en fait, il va réussir très rapidement à se laver de cette idée désagréable et cette tension de refus que vous lui avez imposée. Donc cette dissonance cognitive, elle peut être traitée de plusieurs manières. D'abord, il y a la technique du pied dans la mémoire, donc c'est ça, c'est d'essayer d'induire une hypocrisie chez la personne, une hypocrisie envers elle-même, de se dire « Ah mais habituellement je suis pas comme ça, pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation et pourquoi j'ai refusé sa première demande ? Ouais ok d'accord, c'était un peu trop excessif, mais par contre pourquoi la seconde j'ai refusé alors que j'étais capable de le faire ?» Il va se mettre dans une certaine tension. Et vous avez 3 modules, 3 techniques, 3 fonctionnements pour essayer de réduire cette dissonance. Le changement d'attitude, changer sa perception sur le comportement ou adapter ses comportements. Globalement, un changement d'attitude, c'est par exemple, je modifie ma façon de penser pour que les deux soient cohérents. Le 2, ça va être, par exemple, changer sa perception, ça va être, je justifie mon comportement ou ma cognition en disant, ouais, attends, je suis autorisé à pas faire ça parce que c'est pas si grave. Et l'autre, c'est adapter ses comportements, c'est ok, d'accord, je vais faire ce qui est demandé pour valider, pour me dégager de cette tension, parce que j'ai pas l'impression que ça me représente comme j'aimerais être représenté. C'est là où entre l'estime de soi et la valeur de soi dans l'ensemble des techniques. Donc vous allez essayer de vous en débarrasser. Dernière petite chose, bon c'est un peu anecdotique aussi ça, le pied dans la bouche. C'est assez simple. En fait, c'est tout ce que vous faites sûrement naturellement dans la vie de tous les jours, de dire salut, ça va, est-ce que t'as passé un bon week-end ? Ok, ça a l'air un peu attends, mais tu te fous de ma gueule là, mec, c'est quoi ton truc là ? Tu nous sors ça d'où ? Bah, je sors ça de plusieurs expériences, notamment celle avec la vente de cookies, où en fait on s'est rendu compte quand on vous disait bonjour, est-ce que vous voulez acheter des cookies ? On vous disait il y avait que 10% qui acceptaient. Et quand je vous disais salut, ça va, est-ce que vous avez passé un bon week-end, j'entends que vous êtes une personne de telle ou telle valeur, 25% d'acceptation. Bon, c'est pas non plus très très remarquable, mais c'est loin d'être anecdotique. Eh bien, ces éléments-là, principalement, qui sont même utilisés beaucoup dans, par exemple, le démarchage téléphonique, vous allez souvent entendre déjà votre prénom, puis ensuite, vous allez entendre bonjour, vous allez bien ? Ouais. Qui ça peut te faire si je vais bien ? Attendez, vous avez 5 minutes ? Et on va commencer à essayer de faire vos requêtes. Ça ne veut pas forcément dire que ça marche tout le temps. C'est juste que si vous arrivez à combiner certaines techniques de certaines manières, et si vous avez aussi des arguments légitimes de faire ce que vous faites, c'est différent. Parce que le démarchage téléphonique, dès le départ, vous avez un effet négatif du démarchage. Vous savez très bien que, bon allez, ça dégage. Eh bien, si par contre vous le faites naturellement, genre en tant que public ou en tant qu'utilisateur classique, avec quelqu'un, c'est pas la même chose. Donc le point commun de l'ensemble de ces techniques, et il y en a une centaine, il y en a beaucoup, c'est l'engagement et ce sentiment de liberté qui est induit chez la personne. Donc on voit les différentes combinaisons, le double pied dans la porte, le double porte-au-nez, l'amorçage, cacher les inconvénients, c'est un peu le mensonge par omission, ou les faux avantages. Par exemple, vous conduisez, vous allez dans une concession de voiture, on vous dit ma voiture elle a 4 pneus. Ouais super, mais c'est pas un avantage ça, c'est minima ce qu'elle est censée faire. Sauf que je peux agrandir la liste et ajouter plein de choses comme ça qui sont du Captain Obvious, c'est utilisé de telle ou telle manière, mais plus la liste elle est grande, plus vous allez vous dire peut-être que y a quelque chose que les autres proposent pas. Pas moins sûr non plus. Crainte puis soulagement. Bon, qui n'a pas ressenti un soulagement énorme d'avoir retrouvé ses clés après 5 à 10 minutes de recherche intensive ? Ou qui se touche les poches et qui est en train de se dire où est mon téléphone et qui le retrouve sur le bureau où il l'avait laissé précédemment. Eh bien ça, si vous par exemple vous le combinez par exemple avec le pied dans la porte, vous réalisez votre première requête, vous arrivez sur la deuxième personne, bon là vous êtes vraiment la plus malveillante des plus malveillantes personnes que j'ai jamais vues. Vous prenez le téléphone de la personne à qui vous allez demander quelque chose, vous le dissimulez, et puis vous le laissez galérer. Et vous revenez, vous lui dites j'ai retrouvé ton téléphone, il était là. Au fait, j'aimerais te demander de...
Attends, mais t'es quel genre d'enfoiré, toi? Je veux le rappel que tout ce qu'on est en train de voir ici n'a aucune visée à être utilisé de manière malicieuse, en fait. On est dans un domaine où, justement, on va dire, globalement dans la cybersécurité, on essaye d'aider l'autre. Soyez juste des bonnes personnes, j'ai pas envie de vous dire soyez éthiques, mais soyez juste des bonnes personnes. L'objectif, c'est d'essayer d'aider les personnes, d'augmenter la maturité d'une entreprise ou ce genre de choses. Je ne pouvais pas ne pas le dire, parce que forcément, là, j'utilise des exemples un peu tirés pas par les cheveux, mais qui tirent un peu sur la malveillance presque. Je préfère être au clair avec ça. Soyez des bonnes personnes, quoi. Le feedback, c'est le rappel d'un comportement particulier que vous avez déjà réalisé, donc du coup on va vous rappeler, mais tu te rappelles, c'est ce moment-là tu as fait tel ou tel truc. Bon, on va pas forcément s'appuyer sur les autres, l'effet Barnum, c'est ce que vous avez genre en horoscope et ce genre de trucs, c'est des trucs un peu obvious aussi, du type vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même, ce genre de choses où on fait un pas en avant et un pas en arrière. Malgré le fait que cette phrase-là elle puisse paraître bateau, si je vous balance tout un tas de trucs spécifiques et que là je suis là à vous faire un storytelling propre, vous allez avoir l'impression que je vous connais, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Et donc forcément, ça peut essayer de réaliser une approche particulière avec quelqu'un pour essayer d'obtenir ce que vous auriez désiré. La seule chose sur laquelle on s'appuie rapidement, parce qu'on va en parler à la fin, ça va être la saturation ou la surcharge cognitive. Genre typique, l'infobésité. Il y a tellement d'infos que vous savez plus les traiter, vous savez plus démêler le vrai du faux, parce que je vous ai surchargé avec les infos. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui dit l'inverse, et c'est là où il y a deux sorties de cette solution. Enfin, c'est pas deux solutions, mais il y a deux, on va dire, portes de sortie de l'histoire. C'est soit vous allez avoir des doutes continuels. Donc c'est pas forcément mauvais si vous avez la curiosité d'aller rechercher la véritable information, on va dire, de fact-checker. Et l'autre, ça va être l'ultra-crépidarianisme. Vous allez vous considérer comme étant gestionnaire, vous êtes très fort dans ce que vous faites, parce que vous avez lu 4 titres de 4 articles qui se battent en duel, qui veulent dire l'un et l'inverse, juste vous avez lu les titres, donc vous pouvez, avec plusieurs procédés, c'est un peu contre vous aussi, mais vous considérez que vous allez commencer à avoir une petite expertise de la situation. Bon, ok, c'est marrant tes petits tours de magie là, mais qu'est-ce qu'on fait et qui applique ça? Vous voyez qui c'est, Bush? Vous voyez ce que c'est un faux dilemme? Un faux dilemme, c'est soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Le mec était la caricature principale et l'utilisateur principal du faux dilemme. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. J'adore ce genre de tirage, à la va-vite, de se dire c'est soit vous êtes avec nous avec un pays libre et les bonnes personnes, soit vous n'êtes pas avec moi et donc vous êtes par déduction avec les terroristes ou les bad guys, insérez le mot que vous voulez juste derrière. Eh bien ça, c'est beaucoup utilisé en politique, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit hier ou que ce soit demain en réalité, ce sera toujours réellement utilisé. Eh bien ça aussi, ça vous donne un faux sentiment de liberté, un très faux sentiment de liberté. Et ça peut, dans un effet de conformisme par exemple, attirer des regards chez vous quand vous allez commencer à être critique sur la situation. Vous allez vous dire, attends, mais moi j'ai ni envie de choisir Bush, ni envie de choisir le mal, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui propose quelque chose? Et en fait, on ne vous laisse pas cette possibilité. Autre chose, un effet de cadrage et d'amorçage, ou d'amorçage plutôt, parce que ça peut être deux choses qui peuvent se mêler un petit peu, eh bien c'est pas la même chose quand vous réceptionnez le 90% de chance de survie contre le 10% de décès. Vous avez 90% de chance de survivre, vous vous sentez plus ou moins rassuré, je vous dis par contre, l'opération qu'on va mener là, il y a 10% de chance que ce soit les derniers moments de votre existence, quoi. Vous le recevez pas de la même manière. Alors là, je le sens d'ici. Ne tapez pas s'il vous plaît sur vos claviers, ne m'insultez pas. Là, je le fais de manière comique, mais en réalité, cette recherche de la colère ou de la véhémence, venir vous titiller sur quelque chose de particulier pour que vous puissiez tout me dire et me prouver que j'ai tort, c'est l'une des pires choses. Le premier qui se met en colère a perdu. Bon, je vais quand même lire la phrase, ça va me faire grincer les dents, mais je vais quand même le faire. J'ai un ordiphone qui a été crypté, car après avoir téléchargé par la Wi-Fi publique une application craquée que j'ai également exécutée, j'ai chopé un rançongiciel. Je ne comprends pas.
j'avais un VPN. Et en plus, je n'étais que sur des sites dont les SSL étaient OK. Encore l'histoire d'un hacker malveillant, ça. Je vous jure, ça me... Enfin bref. D'autres paralogismes, d'autres types de fonctionnement comme ça, de logique qui n'en sont pas réellement. La technique de l'épouvantail, c'est je vais infirmer tout ce que vous allez dire. Tout ce que vous allez dire, ça va être bullshit à mes yeux. Pourquoi ? Parce que j'aurais décidé de grossir un trait chez vous qui est extrêmement négatif. Et tout ce que vous allez dire sera infirmé, de base. L'autre, c'est l'argument de l'expert. La personne est experte dans un domaine, je vais lui donner beaucoup plus de crédit, même s'il donne son avis sur un domaine qui n'est pas du tout le sien. Et où, parce qu'il est expert de ce domaine aussi, là c'est un peu plus insidieux, il va possiblement dire une grosse connerie, et ben vous allez quand même la croire, parce qu'en fait elle est experte de ce domaine. Malgré le fait que là elle s'est complètement trompée en fait. Ça suppose que vous extrayez de lui la capacité de se tromper et donc d'être un humain. Eh bien, c'est là où, quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, ça aussi, c'est pas moins sûr. Soyons par contre, là on va revenir sur le sujet principal sur lequel on est. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître Cambridge Analytica. Alors Cambridge Analytica, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été une entreprise qui était une firme de SCL, qui est principalement basée sur la modification d'opinion, changement de comportement, qui a travaillé notamment pour les élections de Trump en 2016, et qui ont tristement gagné, on va dire. Leave.eu pour le Brexit en Angleterre, pour les élections en Inde aussi, les Caraïbes, Trinité et Tobago. En fait, ils ont leur pif un peu partout, et leur technique qu'il y avait à l'époque, avant qu'ils se fassent mettre la clé sous la porte, c'était qu'ils réalisaient une collecte de masse d'infos sur Facebook. Illégale, bien sûr, tout à fait, sinon ce serait pas drôle. On est à la hauteur de 87 à 90 millions de comptes Facebook siphonnés. Et le terme siphonné correspond totalement à ce qui s'est passé. À partir de là, ils ont réalisé plusieurs profilages psy particuliers, basés sur le test de personnalité Océan. Bon, on pense à ce qu'on veut des tests de personnalité, c'est celui qui est le moins critiqué. Cependant, plusieurs experts sont à se dire, et je pense que je peux leur donner une certaine validation sur cette partie, que Océan normalement n'est pas appliqué sur, on va dire, l'espace numérique. Il est applicable en face à face, et quand vous appliquez en fait votre test de personnalité Océan, on vient faire un feedback sur ce que vous faites, sur ce que vous complétez et les réponses que vous avez données. Donc on doit avoir un retour sur ça pour que ça puisse être interprété. Cependant, ils l'ont quand même fait, et peut-être ça leur a donné des éléments particuliers de réponse. La publicité ciblée, bon, est-ce que je dois vraiment vous insulter en vous disant que Facebook fait de la publicité ciblée? Je pense que tout le monde le sait. Par contre, on a vu tout à l'heure l'étiquetage. Eh ben, ils ont utilisé les techniques d'étiquetage particulièrement, notamment sur certains électeurs pendant la campagne présidentielle de Trump. Ils savaient qu'il y avait les partis républicains et les partis démocrates. Ils se sont basés sur, pas ceux qui ne savaient pas trop voter, ils se sont basés sur les partis républicains des personnes qui n'allaient peut-être pas voter. Donc ça veut dire qu'ils ont bien l'opinion qui va dans le sens des républicains. La seule chose que eux ils ont besoin de faire, c'est d'essayer d'impulser un peu plus le désir d'aller voter. Déconnez pas, ils ont quand même réalisé 70 000 changements techniquement d'opinion qui peuvent être entre guillemets quantifiés par leur objectif. 70 000, même s'ils en avaient réalisé que 2. Ils ont réussi à faire passer Trump. Ça veut dire que si vous étiez à 49% et que la seule chose que vous avez, c'est les dernières personnes qui vous feront passer à 51%, ça marche, ça a fonctionné. Sauf qu'ils en étaient bien plus loin que ça, dans le fonctionnement, je veux dire. Et dans l'application et le changement de comportement qu'ils ont pu réaliser. Le cadrage aussi. Alors ils ont utilisé du cadrage, avec en défaut le faux dilemme. Du type, c'était surtout sur la migration, vous ne voulez pas que les frontières soient non sécures ? Alors votez pour nous. Parce qu'on est quasi les seuls à pouvoir le faire. Ah ouais ? Aucun autre parti ne propose d'essayer de sécuriser beaucoup plus les frontières. Vous êtes les seuls. En fait, il y avait tout un tas de propagande, parce qu'on peut utiliser le terme de propagande sur ce coup, vraiment c'était basé sur ça, sur ce type de méthodologie. Le cadrage ou le faux dilemme, on vous dit c'est nous ou c'est les autres, et les autres c'est l'ennemi.
Les contenus émotionnels, on vous met en colère. Ah, il y a eu telle agression sur tel truc, sur tel lieu de là où vous habitez. Et c'était, si vous étiez, je sais pas, républicain, avec un petit passif fascisé, supposons, eh bien, on va essayer de vous titiller sur cette partie de la migration excessive et de ce que ça peut faire. Et on va vous donner, grâce à Facebook, cet esprit d'astroturfing. L'astroturfing, c'est... on va vous donner l'impression qu'il y a un mouvement populaire qui se crée et qui, en gros, est partagé par l'ensemble. C'est pas vrai. Facebook a cette force, on va dire, de dire que ce que vous voyez à travers Facebook, pour vous, va être la représentation de votre monde, alors que pas du tout. C'est comme si vous regardiez dans une loupe particulièrement un point bien minime de ce que vous avez, mais c'est juste ce qu'on vous propose de regarder. Et plus vous allez être dans cette, dans ce miasme, dans cette marmite là, et plus en fait vous allez aller vers une certaine radicalité qui fait écho complètement à un communautarisme, d'une vision qui est partagée avec tous, et vous avez l'impression que c'est un effet de populaire qui est partagé par tous, qui se met en avant, alors que pas du tout. On n'est pas du tout sur le grassroots de base. Bon, et puis vous tartinez un peu de fake news par-ci par-là, et vous avez le cocktail explosif pour un changement de comportement. Est-ce que qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de... Ah oui, si, je peux pas passer sans ça. Comme je vous l'ai dit, Cambridge Analytica a mis la clé sous la porte. Alors c'est bizarre, hein, mais les anciennes Cambridge Analytica sont dans une nouvelle entreprise qui s'appelle Datapropria, et apparemment ça marche encore. Il y a aussi une autre en Angleterre qui s'appelle Shalvington, qui est basée à Shalvington, qui s'appelle Auspex International, bref, ce genre de choses, bizarre. Cambridge Analytica c'est finito, mais on a encore d'autres sous-branches qui ont été créées. Bon, on verra. Pour la France, alors petit état sur la France, c'est un petit résumé d'un article que j'avais vu. En fait, on se rend compte que même la France essaie de s'y mettre, pas à essayer de faire du psyops, mais d'essayer de se protéger de la désinformation. Alors, qu'on se dise qu'on fasse pas de psyops, j'en sais rien, je peux pas garantir quoi que ce soit, je préfère pas te parler de ce que j'ignore. Cela n'empêche que Thierry Burkhardt, qui est le chef-major de l'armée de terre, a appuyé le fait que aujourd'hui une bataille va se mener sur le cyberespace. Bon, ouais, ok. J'ai pas envie de dire Captain Obvious, mais on en est pas loin, quoi. Si c'est que aujourd'hui qu'on s'en rend compte, bon, c'est un peu difficile. Là, cela n'empêche que l'Académie de la Défense, l'Acadème, a organisé un colloque sur la thématique principale de la désinformation. Bon, pourquoi pas. Les conclusions qu'on a pu voir aussi à propos de Cambridge Analytica, ça a été souvent, on s'en fout de la crédibilité de l'information. Elle n'a plus vraiment trop d'importance, puisqu'au final, si mon objectif principal c'est de vous mettre en colère et que la première information que je vous donne c'est la plus grosse fake news du monde, mais que j'ai réussi à vous mettre en colère, j'ai déjà gagné. Je me fous si je fais modifier message et puis que je mets les vraies infos qui sont nécessaires. Si je suis arrivé à mon premier but, c'est bon, j'ai déjà gagné, ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Et aujourd'hui, la crédibilité de l'information est vraiment remise en cause. Et pour autant, ça a toujours le vent en poupe, et on est toujours influencé par des infos, et le fact-checking devient presque essentiel pour tout le monde, pour éviter d'avoir ces désinformations excessives qu'on subirait quasi tous les jours. Autre chose, c'est qu'on considère effectivement, la phrase bateau initialement, les réseaux sociaux c'est pour nous renforcer ou pour essayer de nous rassembler. Ok, ouais. Aujourd'hui on est d'accord que la majorité est sur de la division et de la propagation de fausses nouvelles. C'est devenu juste une arme supplémentaire, un intermédiaire supplémentaire. Une conclusion, je peux pas vraiment vous en faire une. Comme je vous l'ai dit, on est sur l'introduction de l'introduction, même si j'ai essayé d'aller assez vite. Il y a quand même pas mal d'informations que je pense que je vous ai données, alors j'espère qu'elles ont été intéressantes. Mais on a parlé que d'une partie de la psychologie sociale, et encore, quand je vous dis c'est qu'une partie, c'est vraiment une petite partie. Mais il y a aussi, on pourrait parler de la psychologie cognitive ou de la neuropsychologie. Je vais utiliser le terme... un peu gros buzzword, on va dire, le neuromarketing particulier qui est utilisé, qui viendrait, on va dire, entre guillemets, duper votre esprit littéralement par vos sens et par plein d'autres choses, ou la
comment dire, l'implication indirecte de la partie cognitive avec le social, donc socio-cognitive. Ce que l'on peut dire, c'est que en fait, techniquement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que je vous disais, hein, le terme cyber, on vient que le coller sur quelque chose ou des techniques qui sont déjà connues. On peut voir les expériences, elles sont assez, pas assez vieilles, mais bon, voilà. Vous concéderez en fait que les techniques, elles n'ont pas vraiment changé. C'est juste le médium sur lequel on les applique qui est différent. Là où la seule limite pour vous sur cette application, c'est votre imagination, hein, tout simplement. Je vous ai glissé quelques ressources rapides sur ce que vous pouvez voir et sur ce que vous pouvez lire si le sujet vous a intéressé d'une certaine manière. L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, alors ça c'est là où vous allez avoir beaucoup le faux dilemme qui va être repris et dit en avant. Gustave Le Bon pour la psychologie des foules. C'est vraiment quelque chose qui fait une bonne concaténation de ce qui est encore aujourd'hui utilisé. Bon, Édouard Bernay, si vous ne connaissez pas, je vous laisserai jeter un œil. Je vous ai laissé quelques trucs, y compris une vidéo qui a été faite en caméra cachée par les PDG, les CEO, les CTO de Cambridge Analytica. Vous verrez, c'est assez... Bon, voilà quoi. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vous laisse sur cette petite expérience d'attention sélective. Ouais, je sais pas si tu vois, j'ai Luc a posé une question dans le chat. Attends, je le vois pas là encore. Ah. Sinon, je peux te la lire, sinon. Ouais. Attends, pourquoi j'arrive pas à voir? Ouais, vas-y, Lila, parce que du coup, là, je le vois pas. Il dit, est-ce que ce phénomène de contagion est propre à toutes les cultures? Justement, il y a des particularités en fait de l'application ethnique. En fait, ça va être difficile, mais la partie de la contagion, oui. En fait, on a tous tendance à être sur un certain conformisme. Ça, l'ethnie ne rentre pas forcément en jeu sur la partie de la contagion. Par contre, il y a d'autres spécificités et d'autres méthodes qui peuvent être appliquées à un domaine particulier ou à une ethnie particulièrement, et ça c'est à part entière. Mais oui, le phénomène de contagion est applicable à quasi tout le monde, si ce n'est pour tout le monde en réalité, mais je dis quasi tout le monde parce que ça reste une science douce, hein, comprenez bien. Non, mais il y a d'autres particularités ethniques, et ça c'est autre chose. C'est une personne qui sont en train d'écrire, j'attends juste qu'elle ait fini. Ouais. Et je te dis... Et j'ai une autre question plus personnelle. Oni, à quand les goodies à Ragnarok? Je mettrais bien un drapeau sur mon van. Alors du coup il y a les pulls. Il y a les pulls qu'on vient de faire. On vient de les réaliser là. On espère que ça va marcher entre guillemets, mais on les a fait parce que on voulait en fait avoir l'opportunité d'aller à la nuit du hack avec les pulls. Donc on les a fait. On en a 10 qui vont arriver là. Donc s'il y en a qui seront intéressés, qui vont être intéressés par la suite, je les invite à revenir en MP ou en truc particulier. On fera sûrement une autre commande, ouais. Il a dit qu'il était chaud. Eh ben c'est chaud. Si en plus il y en a certains d'entre vous qui vont à la nuit du hack, chaud patate pour qu'on se voit sur place, hein. Il se boire des bières. Ouais, c'est ça exactement. La bière en priorité. Rendez-vous au hack, et parfait. Ça déchire. D'ailleurs là pour la dernière expérience là, si vous voulez, je vais je vais vous faire passer pour le professeur Xavier là. Je vais essayer de
Et je vais essayer de débloquer quelque chose dans votre cérébro, les mecs. Si vous voyez les carrés monter de haut en bas, essayez de vous dire que vous pouvez les voir de gauche à droite. Si vous n'y arrivez pas, vous cachez un des carrés et vous vous concentrez sur son mouvement et vous enlevez votre main. Et vous allez le voir soit... En fait, vous allez pouvoir maîtriser l'opportunité de vous dire que ils montent ou ils descendent ou ils vont de gauche à droite. Et après, une fois que vous avez réussi à, juste en y réfléchissant, à vous dire qu'ils vont de haut en bas ou de gauche à droite, dites-vous juste de suivre un seul carré et de faire son cheminement. Et vous allez vous rendre compte que l'ensemble tourne. Je sais pas si j'ai été clair. C'est une expérience sur l'attention sélective. C'est de la psychologie cognitive. Si ça vous intéresse, c'est ambiguous motion. Le cerveau est en feu, mais ça fonctionne. Ouais, ça m'a fait pareil tout à l'heure. Il me l'a fait. J'étais au début, non, mais ça marche pas ton truc. Et au bout de 8 secondes, j'ai blue screen. Et la blue screen, ouais.